Bonjour et bonsoir, ou bonsoir, c'est selon, et bienvenue sur ma chaîne. La trace de la pensée éloquente de Tarek Ramadan sur la robe de Monia nous conduit à revenir, nous exprimer sur ce dossier, et vous vous posez sans doute la question pourquoi. Je l'ai déjà dit, je vais le redire à d'éventuels nouveaux auditeurs, parce qu'il y a pour nos enfants, comme pour les victimes présumées d'ailleurs, la nécessité que la vérité se fasse jour. Quel rapport y a-t-il, me direz-vous, entre les prétendus viols d'un sadomasochiste présumé et la situation de nos enfants? Eh bien, le rapport provient du fait qu'il ne s'agit pas d'un homme pris au hasard, mais d'un leader musulman. Et quel leader, puisque tous les médias mondialistes européens, y compris français évidemment, lui ont tendu le micro sans compter des années durant. Parfois même à notre détriment, comme ce fut le cas au cours des journées de retrait de l'école en 2014. J'avoue que j'ai du mal à suivre ceux qui soutiennent un individu déclaré musulman et célébré comme tel pendant 25 ans par les adversaires de l'islam, mais certaines psychologies ou profils psychologiques me dépassant, je ne vais pas traiter de cette question. Évidemment, aujourd'hui, il y a un point plus important sur lequel j'aimerais aujourd'hui revenir, qui est que notre combat pour protéger l'enfance innocente des programmes de sexualisation précoce nécessite de démasquer les imposteurs qui font barrage à la mobilisation des parents protecteurs. À cet égard, Tarek Ramadan fut l'un des obstacles majeurs à la mobilisation des familles musulmanes. Tarek Ramadan, oui, a combattu les parents protecteurs que nous sommes en 2014. Certes, cela ne fait pas de lui pour autant un violeur, mais s'il s'avère dans quelque temps que les crimes abominables et sales dont il est accusé sont exacts, on comprendra alors mieux les raisons de son obstruction à notre combat. D'ailleurs, en matière d'obstruction à notre combat et pour la défense de la jeunesse, on ne l'a jamais vu réellement mouiller la chemise et faire des propositions concrète et cohérente en ce sens. Tarek Ramadan n'a jamais soutenu les familles musulmanes dans leur combat quotidien, et il n'est pas le seul. Parmi les notables soi-disant musulmans, qui sont d'ailleurs beaucoup plus laïcs et républicains que musulmans, qui par exemple, eh bien, les ineffables frères musulmans de l'UOIF notamment. L'UOIF n'a jamais eu le courage de dénoncer le rap commercial qui profère à longueur d'antenne des blasphèmes et qui incite notre jeunesse au viol. Ils n'ont jamais eu le courage de dévoiler aux familles musulmanes comment le rap commercial tuait la spiritualité de nos enfants. L'UOIF n'a pas eu davantage le courage de réprouver, je l'ai dit maintes fois et je le répète encore aujourd'hui, n'a pas eu le courage, n'a jamais eu le courage de réprouver les méthodes d'apprentissage de l'éducation nationale qui fabriquent sciemment l'échec scolaire et l'illettrisme de nos jeunes dans les quartiers populaires, mais aussi bien au-delà dans les classes moyennes aujourd'hui. L'UOIF n'a pas eu non plus le courage de combattre l'enseignement de la théorie du genre à l'école, théorie qui cautionne l'un des plus grands mensonges de tous les temps, à savoir que nous pourrions choisir notre sexe. Et sur cette question, l'UOIF se tait comme sur le reste. Ramadan, lui, sur la question du gender, il s'est carrément en 2014 prononcé en faveur des études de genre. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous avons appris avec stupéfaction que sa propre fille Mariam était titulaire d'un master en études de genre. L'UOIF aujourd'hui, par exemple, n'a pas le courage de condamner la Déclaration internationale des droits sexuels qui impose notamment aux enfants dès le plus jeune âge, donc ça peut commencer maintenant avec l'obligation scolaire à 3 ans à la maternelle, au CP évidemment, et jusqu'à la terminale, n'a pas eu le courage, disais-je, de dénoncer la Déclaration internationale des droits sexuels qui impose aux enfants des cours d'éducation sexuelle parfaitement traumatisants. Il faut savoir d'ailleurs que ces cours d'éducation sexuelle s'opposent absolument à des cours d'éducation spirituelle. Le rapport Rodriguez a montré comment la stimulation sexuelle pouvait conduire et conduisait très souvent à ce que les enfants et les jeunes n'obéissent plus à leurs parents. Freud lui-même a dit, et Dieu sait que Freud n'est pas ma tasse de thé, que des enfants stimulés sexuellement à l'école ou ailleurs ne seront plus capables d'être éduqués.
Alors, est-ce que c'est l'objectif inavoué de ces cours d'éducation sexuelle sous le prétexte fallacieux de rendre service à ces enfants en leur apprenant et l'anatomie des hommes et des femmes et la façon dont ceux-ci sont à même de se reproduire, encore que avec la PMA et la GPA, on en vient évidemment à remettre en cause, y compris les conditions naturelles de la reproduction humaine. Donc, disais-je, ces cours d'éducation sexuelle sont fondés sur le préjugé pédophile selon lequel l'enfant serait sexualisé et orgasmique dès la naissance. L'UOIF n'a jamais eu le courage de dénoncer Alfred Kinsey, qui est à l'origine de cette théorie criminelle dominante aujourd'hui dans les instances internationales. L'éducation sexuelle, répétons-le, va contre l'éducation spirituelle. Il ne peut pas y avoir de complémentarité entre les deux. On reviendra sur cette question dans une prochaine vidéo et je développerai ce point de vue plus longuement prochainement si Dieu le veut. L'UOIF n'a pas je dirais au présent, le courage d'alerter les populations des quartiers populaires notamment, puisque c'est à cela qu'ils s'adressent en particulier et prioritairement. Ils n'ont pas eu le courage de les alerter sur l'installation de ce capteur Linky qui met en danger notre santé à tous. L'UOIF n'a pas eu le courage, j'en passe, la liste serait interminable. Ils ont eu en revanche le courage de défendre Tarek Ramadan. Ils ne se sont donc pas limités à le défendre lui, accusé pourtant d'être un serial violeur, particulièrement cruel. Ils défendent aussi la République athée. Accusé de viol par 5 femmes, Tarek Ramadan a toujours nié les viols dont il était accusé par des femmes musulmanes. Des femmes musulmanes en grande difficulté d'une part, et d'autre part qui avaient entièrement confiance à lui, ce qui rend ses éventuels actes d'agression particulièrement ignobles, s'ils sont avérés ultérieurement. Aux dernières nouvelles, dans le sens de la vérité qui pourrait émerger dans le cadre de ce procès, aux dernières nouvelles, donc, 2 informations viennent de heurter le Titanic Free Tarek Ramadan. En effet, Mounia, la 3e plaignante, la 3e accusatrice, vient d'apporter aux enquêteurs une robe tachée d'une trace éloquente quant à la nature de la relation qui l'aurait liée à Tarek Ramadan. Avant même les résultats d'analyse, l'avocat de Tarek Ramadan reconnaît que son client a entretenu une relation avec elle. Évidemment, il ne précise pas de quelle relation il s'agissait. Rappelons toujours que d'après Mounia, qui se fait appeler Marie dans la presse, maintenant que tout le monde connaît son véritable prénom, je peux me permettre moi-même de l'utiliser puisqu'il a été livré à la vindicte ramadaniste. Rappelons que d'après Mounia Marie, Tarek Ramadan lui aurait ordonné de l'appeler au cours de séances de sévices sexuels particulièrement cruels. Il lui aurait ordonné de l'appeler maître. Cela nous fait penser forcément à Pierre Berger, qui, d'après Fabrice Thomas, aurait eu des esclaves sexuels auxquels il ordonnait de l'appeler monsieur pendant des séances de torture sexuelle. Fabrice Thomas, si vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur d'un livre intitulé « Saint-Laurent et moi », dans lequel il témoigne du fait que Pierre Berger aurait vampirisé Saint-Laurent, le grand couturier donc, au point de lui faire manger ses excréments. Si je parle de cela, vous allez voir que je poursuis une idée. Il s'agissait pour moi d'en arriver à Caroline Fourest, car celle-ci, à la mort de Pierre Berger, avait tweeté, je cite, « La France perd un grand militant et un grand mécène des arts et de l'égalité ». Fin de citation. Aujourd'hui, Caroline Fourest ne peut plus ignorer le témoignage de Fabrice Thomas. Pourtant, on ne l'entend pas s'exprimer sur l'éventuel comportement barbare de Pierre Berger, comme on l'a entendu partout s'exprimer sur l'éventuelle sauvagerie de Tarek Ramadan. On a vu malheureusement la même hypocrisie chez les soutiens officiels
de Tarek Ramadan. L'imam Khatabi de Montpellier par exemple, a des points communs avec Caroline Fourest. Comme elle, par exemple, il ne défend pas les enfants des processus actuels de sexualisation précoce et de légalisation de la pédophilie. Comme elle, il se fonde sur des principes communautaristes au mépris des principes de justice. La communauté, les considérations communautaristes l'emportent pour Khatabi sur les principes de justice. En fait, le cas de Caroline Fourest, si j'en parle, c'est pour signifier la ressemblance justement qui peut exister entre les personnages de bords différents, mais en vérité, Caroline Fourest nous importe peu. C'est une militante lesbienne athée qui se situe à l'opposé de ce que nous sommes, et je dirais même que c'est même notre adversaire. En revanche, les cas de Mohamed Khatabi ou de Nabil et Nasri sont bien plus dérangeants pour nous, car c'est en tant que notable musulman qu'il s'exprime, et avec quel orgueil. L'imam Khatabi a fait un prêche récemment dans lequel il exhortait les croyants, je cite, à invoquer Allah, fermez les guillemets, pour Tarek Ramadan, accusé pour autant d'avoir violé sauvagement des femmes musulmanes. Ce parti pris, sans preuve qu'il a exprimé, était à nos yeux parfaitement inacceptable. Son rôle d'imam n'aurait-il pas été plutôt d'appeler les croyants à invoquer Dieu pour faire surgir la vérité, sans parti pris? Pour Khatabi, l'argument est simple, Ramadan est un frère. La question qu'on peut lui rétorquer ou lui renvoyer, c'est que est-ce que Ramadan est un frère en islam ou l'est-il en maçonnerie? Enfin, quoi qu'il en soit, depuis quand un frère suspecté d'être un serial violeur serait-il dispensé d'être jugé? En d'autres termes, le communautarisme est-il soluble dans l'islam? La réponse est catégorique, la réponse est non. Contrairement à la militante LGBT Caroline Fourest qui étouffe par son silence le témoignage de Fabrice Thomas, contrairement à l'écrivain colonial Albert Camus qui en pleine guerre d'Algérie préférait sa mère à la justice, un vrai musulman lui préfère la justice. Le crime de viol est puni de la peine de mort en islam, que le coupable soit un frère ou pas. D'ailleurs, à ce propos, le critère des 4 témoins appliqué à une affaire de viol est une erreur monumentale et dégradante pour l'islam. Il n'y a pas de 4 témoins qui tiennent dans le cas d'une agression sexuelle, enfin. Cette règle ne s'applique en islam que dans le cas de l'adultère, qui, de ce fait, reste très difficile, évidemment, à prouver. En aucun cas, contrairement à ce qui a été dit par un certain nombre de soutiens de Tarek Ramadan, en aucun cas cette règle de la charia islamique est applicable dans le cas d'une agression sexuelle. Il fallait le dire, c'est QFD. Il ne faut pas oublier le propos délirant par ailleurs de l'imam Khatabi, toujours quand il a affirmé que Dieu lui-même parlait dans la bouche de Tarek Ramadan. Là, on a atteint un sommet, évidemment. Alors, on tombe de haut devant de pareilles assertions absolument incroyables et on se dit que si de pareilles paroles nous ont tous déconsidérés en tant que musulmans, ce sera un miracle un jour que nous en sortions, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il me paraît important que des musulmans, qui sont d'ailleurs maintenant de plus en plus nombreux, prennent la parole pour se dissocier de ce genre de thèses absolument délirantes et qui n'ont rien à voir avec la spiritualité musulmane. Parce que ce serait dire, monsieur Khatabi, que lorsque Tarek Ramadan reconnaît l'État d'Israël, quand il cautionne la théorie du genre et l'éducation sexuelle, quand il valide la République laïque qui est anti-religieuse, alors ce serait le point de vue de Dieu. C'est-à-dire que Dieu tiendrait dans la bouche de Tarek Ramadan des propos contre lui-même. On voit bien évidemment que cela ne peut pas tenir. On pourrait aussi par exemple revenir sur le cas de Tony Blair dont Ramadan accepta d'être le conseiller. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Tony Blair, sachez-le ou rappelons-le, apporta un soutien sans faille à George Bush lors de la guerre en Irak en 2003. Il fut d'ailleurs pour cette raison surnommé le caniche de Bush. Parallèlement,
Il a soutenu le lobby LGBT en leur accordant des droits nouveaux, comme celui d'adopter des enfants, en faisant en sorte ainsi de contribuer à la destruction de la famille traditionnelle pour le plus grand malheur des enfants du monde entier. Il semblerait d'ailleurs que cette vidéo dans laquelle Khattabi s'exprime de cette façon est disparue du net. Vous pouvez en retrouver une copie cependant sur la chaîne de Mamar Metmati, qui l'avait commenté en son heure. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour ceux qui voudraient effectivement vérifier que l'imam de Montpellier, Mohamed Khattabi, avait tenu ces propos que je vous rapporte aujourd'hui. Donc, je vous disais que la vidéo de Khattabi n'était plus sur le net et on pourrait soupçonner deux faits qui seraient à l'origine de cette mystérieuse disparition. Le premier fait, ce serait la déclaration de Luc Hénard, président du tribunal de première instance de Bruxelles, qui a déclaré le 4 avril 2018 qu'il était vrai qu'un accord financier avait été signé entre Majda Bernoussi et Tarek Ramadan devant le tribunal en jugement public en mai 2015. Cet accord prévoyait qu'en échange de la somme faramineuse de 27 000 €, Majda se taise sur sa relation adultère avec le professeur Ramadan. Faites des dons. Voilà à quoi ils serviront. Deuxième élément qui a pu inspirer à M. Khattabi de retirer sa vidéo du net, la robe de Mounia, sur laquelle se trouve cette tâche éloquente en cours d'analyse, est le troisième élément donc qui est intervenu récemment et qui pourrait mettre Tarek Ramadan en grande difficulté si les résultats du laboratoire viennent confirmer les dires de Mounia, à savoir qu'il s'agirait de cette émanation du corps de M. Tarek Ramadan. D'autres éléments troublent malheureusement pour la communauté musulmane qui devra se rendre à l'évidence, surgiront probablement au fil du temps, nous n'en doutons pas. Les soutiens de Ramadan doivent le suspecter également, car c'est désormais, je vous le disais tout à l'heure, la panique à bord du Titanic Free Tarek Ramadan. Ils viennent même de clôturer prématurément la seconde cagnotte, dans le cas où certains donateurs écœurés par ces dernières informations réclameraient un remboursement, à mon avis légitime. Il serait peut-être temps en effet que certains d'entre vous qui ont ouvert les yeux ces dernières heures ou ces derniers jours interpellent les propriétaires de la cagnotte afin qu'ils leur rendent leur dû, puisque cela c'est basé sur un abus de confiance. Voilà. Pour finir, parce qu'il faut bien arriver au terme de cette vidéo qui nous parle de cette affaire malheureuse et qui veut faire le lien justement entre ces faux leaders musulmans et le sort réservé à nos enfants par le mondialisme. Pour finir, et c'est important que je le dise, c'est très important que je le précise, si des victimes présumées avaient été respectées par l'entourage de Ramadan et par certains dirigeants de l'UOIF, quand elles se sont manifestées à eux, nous n'en serions pas là. Car les victimes présumées sur lesquelles beaucoup ou certains d'entre vous sur les réseaux sociaux crachent, se sont d'abord présentées à la famille Ramadan, se sont d'abord présentées au réseau de Tarek Ramadan. Et si aujourd'hui, on peut déplorer en effet qu'une ou deux victimes présumées soit placée ou se soit placée sous la protection de Caroline Fourest, eh bien la responsabilité en incombe totalement à l'indifférence de la famille Ramadan et au mépris de son entourage. Si de surcroît, des notables soi-disant musulmans à mes yeux avaient pris leurs responsabilités à temps, eh bien Caroline Fourest ne serait certainement pas dans les parages. Ces notables portent eux aussi l'entière responsabilité de la présence de Fourest dans les coulisses de ce procès, par refus d'accueillir avec bienveillance la parole des victimes présumées lorsqu'elles les ont interpellées et informées. L'instruction de l'affaire Ramadan est en cours
Les victimes présumées doivent pouvoir disposer des moyens financiers qu'exige un tel procès. Nous avons besoin, nous, les musulmans de France et d'Europe, de connaître la vraie vérité. Tarek Ramadan est riche, d'autant plus riche qu'il vient de récolter rapidement 200 000 euros qui viennent d'être passés à gauche rapidement afin que personne ne puisse venir réclamer de remboursement à l'issue des nouvelles informations. Je vous le disais tout à l'heure. Donc Tarek Ramadan est riche. Les victimes présumées, elles, sont pauvres. Enda Yari dispose de sa cagnotte personnelle, bon, c'est son problème. En revanche, la cagnotte collective qui regroupe Christelle, la dernière plaignante qui se fait appeler Brigitte, qui est donc la plaignante suisse, et puis toutes celles qui ont témoigné sous X ayant peur des représailles des réseaux ramadaniens, eh bien, toutes ces femmes se sont jointes ensemble pour mettre en ligne une cagnotte, et celle-ci est cruciale pour faire jaillir la justice de la vérité. Pour que ce procès soit équitable, il faut bien qu'il n'y ait pas d'un côté 200 000 euros et de l'autre côté rien. Donc j'appelle ceux qui ont du discernement et de la bonté de participer à la cagnotte collective de Christelle, Brigitte et des témoins anonymes dans ces procès qui fait accuser Tarek Ramadan de viol, comme nous le savons. Il s'agit non seulement de permettre à ces victimes présumées de faire jaillir leur vérité éventuellement, si tant est que celles-ci finissent par être prouvées, mais aussi, je le répète, cette cagnotte, en contribuant au jaillissement de la justice et de la vérité, permettra pour nos enfants de les protéger mieux de la sexualisation précoce sous toutes ses formes. Parce que notre combat nécessite absolument de démasquer les imposteurs qui constituent une force tampon stérilisante qui protège le pouvoir des familles protectrices. Donc, les parents protecteurs et nos enfants, les enfants de toute la France et de toute l'Europe, soumis aujourd'hui aux injonctions de la Déclaration internationale des droits sexuels, ont besoin d'avoir des leaders qui soient de vrais leaders, prêts à prendre les risques qu'il faut pour sauver l'intégrité, la pudeur de nos enfants, pour sauver la loi naturelle et pour donner à la génération et aux générations qui viennent une humanité qui ne soit pas totalement dénaturée. Je compte sur vous et sur votre contribution à cette cagnotte de femmes courageuses et indépendantes. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous remercie. Je compte une fois de plus sur ces femmes qui ont eu le courage de venir nous dire ce qu'elles auraient éventuellement vécu, et j'espère que dans les jours qui viennent, des éléments supplémentaires nous permettront d'y voir encore plus clair, toujours plus clair, de plus en plus clair. Bonsoir.